Bonjour et bienvenue sur Antro Story et sur Scepticisme Scientifique, je suppose. Je suis Jonathan et je suis accompagné, comme la dernière fois, de Jean-Michel et de Julie. Jean-Michel, donc du balado Scepticisme Scientifique que vous connaissez tous. Salut Jean-Michel. Salut tout le monde. Tu nous as parlé du Japon la dernière fois et c'était super intéressant. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai des questions peut-être pas plus terre à terre, mais plus actuelles, on va dire, que le côté historique, quoi qu'on va revenir à l'histoire aussi, sur le scepticisme, hein, comme ça, pour les auditeurs qui sont pas familiers avec ton podcast ou avec le scepticisme, pour en apprendre un petit peu plus. Et puis avec nous, comme la dernière fois, Julie, à qui cette fois je vais essayer de poser des questions pour qu'elle parle plus et qu'on entende sa très jolie voix. Salut Julie. Bonjour. Bonjour, ah là du coup elle nous fait une super jolie voix, ça c'est génial. Julie donc accessoirement, hein, pour que vous sachiez qui c'est si jamais vous n'avez pas écouté le dernier, qui est anthropologue, qui est française et qui participe à Antro Story, notamment via des chroniques qui sont plutôt pas mal, Merci, très intéressantes Jonathan. même. Mais oui, exactement. Et en plus de ça, elle triche un peu parce qu'elle nous dit de lire Nigel Barley et je trouve que c'est de la triche parce que tout le monde aime Nigel Barley en fait. Mais c'est vrai, Mais il y en a peut-être qui connaissent pas encore. Et tu sais que mon papa, ça n'a rien à voir, hein, mais on est sur un podcast, on s'en fout. Mon papa, donc, qui a déjà lu Nigel Marley parce que je lui ai fait lire ses bouquins, ma sœur les a lus aussi, il trouve génial. Il m'a dit, ah, mais tiens, t'en as pas un sur l'Indonésie et tout ça. Donc, du coup, je vais lui envoyer encore une tonne de Nigel Marley. C'est très bien, c'est de la bonne lecture. Je sais pas si tu connais ça, Jean-Michel. Non, ça me dit rien. Je fais partie de ceux qui ne connaissent pas. Ah, ben voilà, exactement. Donc, voilà pourquoi c'est important tes chroniques, Julie. Et oui, tu vois, il y avait au moins encore parole. une personne qui n'avait pas lu Barley, donc... Exactement. Ah, tiens, je vais essayer de t'en envoyer un par Amazon, Jean-Michel. Tu me diras lequel envoyer, Julie. Je t'enverrai ça, comme ça tu auras une jolie lecture pour les vacances. Ah, bref, on n'est pas là pour parler de Nigel Barley, on n'est pas là pour parler de scepticisme scientifique et de quelques questions qui viennent autour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui n'étaient pas là, on a déjà fait 2 épisodes avec toi où on parlait plus de ce thème, mais est-ce que tu arrives à nous définir entre quelques phrases le scepticisme scientifique pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça? Oui, donc le scepticisme scientifique, c'est un mouvement qui a pour but de contre-argumenter ou de critiquer ou de combattre, enfin j'aime pas trop le vocabulaire guerrier, mais bon, on va dire contre-argumenter les pseudosciences ou les parasciences ou la mauvaise science, et pour faire la promotion de la bonne science ainsi que de la philosophie, particulièrement dans sa composante esprit critique, épistémologie, logique, etc. Voilà, parce qu'on pense qu'en fait... S'il y a beaucoup de gens dans la population qui ont plus d'esprit critique, qui connaissent mieux la science et qui réfléchissent de manière plus critique au monde qui les entoure, eh bien, on sera dans une meilleure société. C'est génial et du coup le champ d'études est énormément grand, hein. Ça vient ça peut partir des ovnis. Toi, je crois que tu es assez spécialiste dans le domaine, jusqu'au côté historique, l'homéopathie dont on avait déjà parlé la dernière fois, dont tu as souvent parlé. Les auditeurs de Podcast Science sont aussi familiers avec ce genre de sujet. Il y a un champ d'études énorme, quoi. En fait, vous parlez de tout un petit peu comme les anthropologues, quoi. Oui. Je pense qu'aussi en termes de définition, c'est important de dire qu'il faut distinguer ça du scepticisme philosophique, hein, qui considérait être à douter de tout, d'absolument tout, y compris parfois jusqu'au solipsisme, de penser que la réalité n'existe pas. Le scepticisme scientifique, bon, on est dans la matrice. Voilà, scepticisme scientifique, parfois en France on appelle ça la zététique à la suite d'Henri Brock. C'est un mouvement qui se base sur la science et la philosophie, et donc qui considère qu'on peut avoir accès à un certain nombre à la réalité dans une certaine mesure en tout cas, hein. Donc on ne doute pas de la réalité. Donc il faut, voilà, bon, de toute façon c'est toujours les problèmes de terminologie, hein. En tout cas, si vous avez entendu, le terme zététique est assez populaire en France, donc vous connaissez peut-être ça sous ce terme-là. C'est la même chose en fait. Alors du coup, première question, c'est même pas une question. Alors j'ai fait une phrase sur mon carnet où j'ai marqué Brexit-Trump, tout le monde s'en fout des faits. Je pense que tu vois où je veux en venir. On a vu ça ces derniers temps et je pense que c'est beaucoup discuté dans le journalisme aussi, justement, où avec le Brexit, hein, si vous en souvenez, il y avait cette histoire des 365 millions de livres qui étaient envoyés chaque jour, comme ça, chaque semaine, pardon, de livres, hein, sterling, hein, donc pas des vrais livres de Nigel Barley. Ça serait pas mal, pourquoi pas, d'envoyer ça aux Européens, ils auraient assez à lire, qui étaient envoyés, puis finalement c'était pas vraiment vrai, puis finalement non, cet argent allait pas forcément là où ils avaient
qu'ils allaient, puis au final, bon, le Brexit a été voté, puis après les gars ont dit, ah ben non, finalement, c'est pas vraiment comme ça. Enfin, et en fait, on aurait tendance à penser que les journalistes, les médias cachent les faits, etc., les politiques s'en servent, alors qu'en réalité, on savait déjà avant le vote que c'était du bullshit, quoi. On a Trump de l'autre côté, sans entrer dans aucune considération politique, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, de toute façon, je suis pas américain, donc ça n'a rien à voir, mais qui raconte un petit peu n'importe quoi de temps en temps, et où tout le monde, même les journalistes, disent oui, ils racontent n'importe quoi, voilà les vrais chiffres, voilà les vraies choses. Et en fait, c'est vrai, on a l'impression que tout le monde s'en fout, et du coup, comment ça marche le scepticisme dans un monde où tout le monde s'en fout des faits, en fait? Alors je sais qu'on va pas avoir la réponse ici, et puis que ce que tu vas dire, ça représente pas forcément l'avis de tous les sceptiques, hein, mais je trouve que c'est une question super compliquée et super intéressante, quoi. Ouais. Je pense que, justement, c'est vrai que au niveau de la définition que tu me demandais, c'est vrai que c'est pas mal comme définition de dire que les sceptiques, c'est des gens qui ne s'en foutent pas des faits. C'est des gens pour qui les faits ont de l'importance. C'est vrai que c'est une sorte de passion pour... Alors ça veut pas dire qu'on a la vérité, mais moi je dis toujours la vérité, c'est un horizon vers lequel on tend, ou quelque chose dans ce style-là, hein, mais en tout cas on accorde de l'importance à la vérité, et c'est vrai que des gens, les politiciens dans ce style-là, on a l'impression que pour eux la vérité n'a pas d'importance, ou que le fait de mentir changera la réalité, c'est assez troublant, hein. Non, mais les politiciens encore ça va parce que c'est un outil politique, le mensonge, les demi-vérités, etc. Ça me dérange pas. C'est plus ceux qui vont voter, justement, les citoyens, justement, qui ont l'air de s'en foutre aussi. C'est-à-dire, on leur dit tiens, regardez les politiciens là, regardez, il a dit ça. Et puis on va dire, je pense personnellement que tous les politiciens mentent un peu, mais il y en a quand même certains qui sont bien dans la direction on raconte du gros n'importe quoi. Ça n'a pas l'air d'avoir d'influence, même sur les résultats de vote finalement. Et je me dis, c'est quand même dangereux d'avoir des citoyens qui s'en foutent des faits au final, parce que du coup tu peux arriver à n'importe quel extrême avec ça. Il y a eu des études assez intéressantes en psychologie de la politique sur par exemple le nombre avant Internet, par exemple le nombre de couvertures de journaux que faisait l'homme politique, influenceur, enfin celui qui était juste le plus visible avait la chance était généralement celui pour lequel les gens votaient, donc la visibilité était plus importante que le discours qu'il tenait. Faut voir, parce que justement un des problèmes de Trump, c'est qu'il est extrêmement visible, les médias l'adorent parce sur Twitter notamment. Voilà, il raconte des bêtises, mais ça le rend extrêmement visible. Et si la visibilité suffit à générer la popularité ou le fait qu'on vote pour lui, j'espère que ce sera pas lui qui va gagner, mais c'est un peu ce problème-là, quoi. Alors, finalement, il y a aussi le problème que les médias jouent son jeu, hein, ou le rendent visible parce que en disant des choses absurdes, il se rend extrêmement visible. Bon, ça c'est les problèmes de propagation des idées, hein, et des choses comme ça. Mais pour revenir à ta question de départ, c'est vrai que c'est un peu... Bon, il y a la question des biais cognitifs, hein, et donc je pense que c'est pas seulement les hommes politiques, mais je pense que on a tous tendance à penser en fonction de, les idéologies qu'on a, ou les idées de ce type-là influencent fort nos pensées. Il y a le fameux biais de confirmation, hein, donc si on pense quelque chose, on a tendance à lire des choses qui confortent cette opinion, et on a des tendances à ne pas lire. Donc surtout avec Internet, c'est tellement facile de ne s'abonner qu'aux gens qui pensent comme nous. Et ça peut même aller plus loin, le biais de confirmation, par exemple, sur le réchauffement climatique, si on fait partie d'un mouvement politique qui a tendance à penser que le réchauffement climatique n'existe pas. Si on nous met une étude qui prouve le réchauffement climatique, on va être beaucoup plus critique de cette étude, on va essayer on va chercher la petite bête pour essayer de la déconstruire. Tandis que si on fait partie d'une idéologie politique qui accepte l'existence du réchauffement climatique, on va accepter les résultats sans les examiner vraiment, alors que peut-être ils sont pas aussi robustes que ça. Et le biais de confirmation est absolument abominable. On en souffre tous. L'avantage des sceptiques finalement, c'est pas qu'ils ne souffrent pas du biais de confirmation, mais c'est qu'on en a conscience. C'est quelque chose qu'on martèle sans arrêt. Et donc on peut essayer de lutter contre cette pente naturelle de l'esprit humain. Donc en s'abonnant à des feeds, en lisant des choses, en lisant des gens auxquels on n'est pas d'accord, en essayant de s'exposer un maximum à des informations contradictoires, et en essayant d'adopter une approche assez systématique de vérification de l'information, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, a priori, etc. Mais enfin voilà. Donc au niveau politique, c'est clair que ça joue beaucoup, hein, le biais de confirmation.
les gens ont des idées politiques et puis ils ont juste envie d'entendre des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils croient déjà, y compris si c'est pas vrai. Et on leur nourrit ça. Voilà, enfin c'est des choses qu'on voit. Voilà, on est dans l'extrême droite avec sur l'immigration et des choses comme ça. On nourrit des idées qui sont parfois déconnectées, souvent qui peuvent être déconnectées des faits, mais comme elles renforcent, elles vont dans le sens de ce que la personne pense déjà, la personne l'accepte sans vérifier forcément l'information. Mais enfin, entre guillemets, encore une fois, on fait tous ça, c'est ce que je dis toujours, même moi je fais ça, donc c'est vraiment une tendance naturelle de l'esprit humain, une pente naturelle auquel c'est un combat permanent, quoi. Donc ça, c'est un peu un problème qui affecte fortement la politique, je pense. Hein. Ouais, très fortement, ouais, justement, et comme tu dis, oui, on peut être conscient du truc, mais à mon avis, avant de voter, c'est quand même bien de s'intéresser un petit peu aux faits, tu vois. Je veux dire... je sais pas, ça me semble être quelque chose de plutôt logique, mais qui, dans les faits, n'est pas forcément, quoi. Enfin, on voit que c'est pas nécessairement appliqué, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Voilà, finalement, c'est pas un problème uniquement lié à la politique, hein. C'est un problème lié un peu à tout, à la diffusion de la connaissance dans notre culture, à l'époque d'Internet. Et donc vérifier les faits, voilà, c'est vrai que finalement ça peut être juste 3 clics à faire pour vérifier les faits, mais on constate que visiblement les gens ne le font pas nécessairement. Et en fait, tu demandais un peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on est des sceptiques ou des zététiciens dans un monde pareil. Les sceptiques, évidemment, ils n'ont pas de solution miracle, hein, mais moi j'aurais toujours tendance à dire c'est un peu comme se battre contre des moulins, hein. Avant, un peu à la Don Quichotte, hein, c'est un combat où pousser une pierre comme Sisyphe, hein, c'est un combat permanent. Enfin, non, j'aime pas les métaphores de combat. C'est un travail permanent à recommencer, génération après génération. Parce que justement, je veux dire, le constat que tu fais que les gens ne tiennent pas compte des faits. Je pense d'ailleurs que j'en avais parlé peut-être sur le dernier épisode de notre podcast, tu m'avais invité, mais là, le précédent. Oui, mais parce que c'est un sujet que je trouve très important et qui est vraiment lié avec nous dans l'actualité aujourd'hui, tu vois, à la rigueur. Comme on disait, le fait que tu crois aux licornes ou tout ça, il y a une importance, mais je pense que c'est quand même moins important que les faits politiques aujourd'hui, quoi. Parce que, notamment quand tu votes pour un président, alors je parle, encore une fois, peut-être que Trump est une bonne solution pour les États-Unis, hein, j'en sais rien, je suis pas politologue, mais c'est quand même bien de s'intéresser aux faits avant de voter pour des gens comme ça, et en l'occurrence ça a de l'influence quand même pour les 4-5 ans, les 4-5 prochaines années, si ce n'est plus, si certaines décisions sont prises. Comme mon avis, oui, les faits, c'est intéressant, quoi. Ça me paraît logique et pourtant, c'est pas logique, quoi. On peut peut-être noter, tu parlais d'outils pour éventuellement lutter contre ça. Alors, comme tu disais, je pense que le côté c'est un effort permanent sur nous-mêmes et quand on lit les choses, justement, de se poser des questions, d'aller voir les sources, etc. Je dirais que autant, principalement Facebook et Twitter dans une moindre mesure, c'est comme tu disais, d'être ami vraiment sur Facebook et de regarder les publications de gens qui n'ont pas le même avis que nous, justement. Alors peut-être toi justement qui visiblement est pas super fan de Trump, et ben quand même d'être abonné à des gens qui parlent de Trump dans des aspects positifs, parce que Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modeler son algorithme pour que vous réagissiez à ces publications, pour qu'il puisse vous mettre plus de pubs, etc. Il y a un modèle économique derrière, mais qui va avoir tendance à modeler votre flux en fonction de vous-même. Et effectivement, comme tu dis, c'est après très dangereux parce que ça inclut des biais. Et comme Facebook, on y va souvent, et même sans forcément lire les articles, on va lire les titres. On va se faire énormément d'avis sur les choses sans jamais avoir lu un article sur la chose. Et je pense que c'est d'ailleurs même le cas de beaucoup de gens qui parlent contre Trump, qui ont juste vu plein d'articles qui parlent de ce qu'ils disent complètement stupide, et peut-être qu'ils auraient un avis complètement différent s'ils avaient un flux d'articles qui parlaient de lui, je sais pas, les choses éventuellement intelligentes qu'il a dit, ou les gens qui s'entourent, j'en sais rien. Enfin, ça a une énorme influence sur soi-même, et les algorithmes luttent contre ça, contre nous, quoi, en fait. Non, c'est clair, mais je pense qu'on est un peu perdant contre les algorithmes d'Internet, hein. Ah oui. Et j'ai envie de dire qu'une solution par rapport à ça, et c'est une solution un peu bête, mais enfin basique, ou comment dire, mais finalement très importante, hein, et je pense que ça va bien avec ton podcast, parce que l'idée c'est bien de lire des livres.
Mais je crois que c'est vraiment très important pour que il y a un des risques avec Internet pour la génération montante à l'heure actuelle, c'est vraiment de dire je suis informé par Internet sans arrêt, et alors on ne lit plus assez de livres. Je pense c'est probablement dommage, mais c'est vrai que c'est bien de lire sur Internet, c'est bien, mais ça présente ses défauts là, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, retourner vers une réflexion plus profonde en lisant un livre de politique, etc., c'est important si on veut s'informer sur les sujets, quoi. C'est vraiment... Enfin, je sais pas. C'est à la fois une idée toute bête, mais je pense que c'est important de dire aux gens de lire des livres. C'est une façon simple de lire. Enfin, c'est le fameux Fahrenheit. Hein. On est dans une culture où les livres sont en train de disparaître au profit d'Internet. Enfin, c'est pas qu'ils disparaissent, mais évidemment, ils sont dématérialisés, on les a sur des Kindle, etc. Mais je pense que pour la génération montante, ça va être tentant de plus lire des livres parce qu'on a le flux Facebook après tout. Hein, et donc, mais le problème, c'est que lire des livres, c'est pas la même chose que lire le flux Facebook pour la raison qu'on vient de donner, quoi. Bah, comme tu disais, pardon Jonathan, mais avec ce que tu disais Jean-Michel, c'est qu'Internet nous informe, on fait pas l'effort d'aller chercher une information. Alors même quand on lit des livres, hein, on va choisir un livre qu'on nous a conseillé, un livre avec lequel on pense être plus ou moins en accord, mais le fait de faire de l'effort de le lire, on va forcément se poser des questions. Des fois, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que la personne écrit. Enfin, on a le temps d'ingérer une information. Alors qu'avec un flux, Internet, on est nourri sans avoir de recul par rapport à cette information, et donc le mot le porte en lui-même, et l'information c'est déjà quelque chose qui est mis en forme dans un but précis, alors qu'avec une lecture on a plus de liberté intellectuelle par rapport à l'information qu'on nous donne, quoi, d'être en accord ou pas avec un message. Et puis même on parle, sans aller forcément dans des livres, mais il y a le côté d'aller vers des gens qui sont de référence. Alors par exemple, comme je disais, je lis énormément en anglais. Je lis beaucoup d'articles qui sont en rapport avec la question du racisme aux États-Unis, qui sont écrits par des anthropologues, qui sont sur le terrain, qui sont dans des quartiers, etc. Et de voir justement, je sais pas ce que tu me diras ce que tu en penses, Julie, mais moi d'avoir quelqu'un qui me raconte un petit peu comment c'est l'endroit qu'il étudie, comment un petit peu ça fonctionne, quels sont les systèmes qui fonctionnent, je trouve que ça me donne toujours une meilleure idée de la problématique, pas forcément la réponse, mais une meilleure idée de la problématique qu'un article. Il va justement, parce qu'un article va peut-être me présenter juste une information genre machin est mort ici, ou ici il y a un policier qui a tué un noir, ou ici il y a eu quelque chose, mais qui est finalement ultra basique, souvent sensationnel, mais on rentre jamais dans les détails et on se dit jamais, mais finalement ce mec-là, dans quel quartier il existait, comment ça fonctionne, quelle est l'histoire du truc, quoi. Enfin, est-ce que c'est pas une solution justement d'aller vers les anthropologues aussi pour ça, justement? Pour avoir un contexte, tu veux dire, c'est vrai qu'après, il y a différentes formes de journalisme, hein. T'as des journalistes qui publient des articles où ils peuvent prendre le temps de poser un contexte, mais maintenant avec même le journalisme papier, on va être dans des articles courts, parce que voilà, on se met aussi au niveau du public qui veut du court. On prend plus le temps de lire un article de 6 pages. Donc à partir du moment où t'es obligé de faire un article qui fait 40 lignes, t'as pas la place de mettre un contexte. Alors après, se tourner vers les anthropologues, pas forcément, hein. Il y a des journalistes qui font très bien leur boulot de mise en contexte. Après, maintenant, c'est vrai qu'avec l'information, notamment l'information Internet, ou même maintenant, ce qu'on reçoit sur notre portable, c'est juste un titre. Le contexte, c'est à nous d'aller le chercher, et c'est pas toujours évident. Et puis on n'a pas forcément envie dans notre vie de tous les jours. Quand tu dis que les gens sont pas forcément intéressés par les faits, c'est aussi les gens se disent pas qu'ils peuvent prendre le temps d'aller chercher les faits, d'aller chercher un contexte qu'il y a derrière une information. On est un peu dans le domaine du sociologue Gerald Bronner, hein, si on a l'occasion de conseiller ses livres, hein, puisque Bronner il travaille beaucoup sur la question de qu'est-ce qu'Internet fait aux croyances, hein. Donc n'importe quel livre de Bronner, la démocratie des crédules et des choses comme ça traite vraiment de ces sujets-là. Il a vraiment... il discute beaucoup entre autres de comment Internet, l'impact d'Internet sur les croyances, quoi. C'est vraiment typiquement le genre de question qu'il se pose. Oui, pour revenir sur ce que auparavant, c'est vrai que je disais parce que tu te poses beaucoup cette question de la politique, mais je rappelle que le livre fondateur de la philosophie politique, évidemment, c'est Platon. C'est la République de Platon, et la République de Platon, elle a été écrite en réaction au fait que la démocratie athénienne, qui est une des premières démocraties au monde, ce qu'elle a pris comme décision, c'est de tuer le plus grand philosophe de tous les temps, pratiquement. Non, allez, je rigole, mais voilà, elle prend la décision de faire boire la ciguë à Socrate, et donc Platon est en état de choc. Voilà, on a une démocratie et ils prennent vraiment une terrible décision, quoi. Donc forcément.
et de manière assez bizarre. Je veux dire, des solutions qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est le problème de la démocratie, mais voilà, tu peux avoir un tyran, ça résout le problème, ou alors il faut un tyran éclairé, il faut un tyran qui est guidé par des philosophes, ou alors il faut une cité guidée par des philosophes. Bon, les solutions proposées étaient vraiment très discutables aussi, mais ce qui est marrant, c'est que le point de départ de la réflexion est la même, c'est que voilà, on est devant une démocratie où les gens prennent une décision qui semble vraiment être l'inverse de celle qu'ils devraient prendre. C'est l'impression qu'on a eu pour le Brexit, en tout cas. Qu'ils ont pris une décision, voilà, on a l'impression qu'ils ont pris une décision sans réfléchir, sans prendre connaissance des faits, qui va à l'encontre de leurs intérêts propres. On se dit comment est-ce que c'est possible que les gens, voilà, votent de manière irrationnelle justement, et finalement, voilà, le premier philosophe à s'être penché sur la question, Platon, c'est exactement cette question-là qui l'a motivé, quoi. Ouais. Si vous voulez, je suis en train je sais pas si tu connais les Great Courses sur Audible, Jean-Michel ou Julie peut-être. Moi je connais bien, oui. Ouais, je suis en train, alors je me rappelle plus le titre, c'est l'histoire depuis le néolithique jusqu'à maintenant de l'humanité entre guillemets, mais vue par les gens normaux, c'est-à-dire ils parlent pas vraiment des pharaons, ni des rois, ni de tout ça, ils parlent juste des gens normaux, qu'est-ce que c'était de vivre à ces époques par rapport à la religion, à la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on faisait comme travail, quelle était notre économie, quelle était la place de la femme dans toutes ces sociétés, etc., quelle importance il y avait. Et c'est vraiment incroyablement bien fait. Et il parle justement, quand il parle de l'histoire des Grecs, il nous met justement à la place d'un des gars qui devait voter dans la situation de Socrate, en fait. Et c'est super intéressant de se dire, ben voilà, dans tout cet environnement, comment est-ce qu'on se sentait de voter, pourquoi éventuellement on prenait cette décision. Et c'est un historien, c'est une lecture de 27 heures, je crois, donc qui est très longue, mais qui est géniale. Alors là aussi, oui, en audio, nous on fait un podcast d'1 heure, on nous dit déjà, mais c'est trop long, j'ai pas le temps d'écouter. Alors effectivement, un truc qui dure 27 heures, c'est peut-être compliqué pour beaucoup de gens, alors qu'en fait, c'est génial, et se tourner vers l'histoire, je trouve que c'est rarement une mauvaise idée, quoi. Mais je sais pas si toi tu les connais, oui, il y en a eu un certain nombre sur le scepticisme. Hein. Il y a celui qui réalise le Skeptic's Guide to the Universe, qui est probablement le Steven Novella, il s'appelle, qui est le podcast le plus célèbre sceptique en anglais. Il a un neurologue, il a fait il a fait deux programmes de ce type pour enseigner, un sur les biais cognitifs et l'autre sur la neuropsychologie, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est vraiment super bien fait, hein. C'est de très grande qualité. Hein. Ouais, je trouve ça génial. On se sent toujours un peu plus intelligent après avoir écouté ça. Oui, je voulais peut-être passer à la question suivante, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de solution à ça, hein. Et comme tu dis, je pense que à partir du moment où tu commences à te poser des questions et à aller chercher des informations, je voulais quand même répondre, c'est quand même plus sérieusement. Enfin, j'ai répondu sérieusement à la question, mais je pense que les sceptiques, l'intuition qu'ils ont, c'est qu'il faut éduquer le public. C'est ça qui répondra, tu vois. C'est dire, il faut essayer d'encourager la pensée critique dans le grand public et l'esprit critique. Mais évidemment, c'est une chose qui est plus difficile à dire qu'à faire, d'encourager l'esprit critique dans le grand public. Et donc, il y a des choses qui se font de ce côté-là, ou des réflexions qui ont lieu de comment encourager l'esprit critique dans le grand public. Il y a même des études qui sont faites. Il y en a une qui... Oui, d'ailleurs, il y a Nicolas Gauvry, qui est un psychologue qui travaille avec moi sur scepticisme scientifique. Il vient de commencer un site web qui s'appelle espritcritique.info, donc je le recommande. Et sur cette plateforme, il met des liens vers les recherches scientifiques qui se font sur l'esprit critique. Parce que souvent, on essaye d'encourager l'esprit critique, mais après, il faut voir ce qui marche vraiment. Il y avait une étude assez marrante, c'était qui avait conclu que enseigner la logique rendait les gens réellement un peu plus logiques, quoi. Et c'était marrant parce que, en fait, on rigole quand on lit le titre, mais en fait, c'est une vraie question. Si je donne un cours de logique à des gens, par exemple des étudiants universitaires en première année, est-ce que après, lorsqu'on leur demande de résoudre des tâches de logique, est-ce qu'ils raisonnent de manière plus logique après? Et les résultats étaient pas... il y avait eu plusieurs études dont les résultats étaient pas si convaincants que ça, quoi. Hein. Et là, ils avaient trouvé un effet qui était pas monstrueux. Hein. Donc voilà. Il y a des recherches qui se font sur ce sujet-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a enseigné... il y a des études c'est un sujet en pleine explosion en psychologie, surtout dans le monde anglo-saxon. En France, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui se ferait. Et ce qui est fait, c'est fait par des psychanalystes. Donc, voilà, no comment.
Je pense qu'évidemment, à ce stade-ci, ce qu'on peut faire, il y a des choses comme la pratique de la philosophie avec les enfants, qui est très intéressant de Lippmann, hein, où on prend des classes d'enfants et on les fait débattre sur des questions philosophiques. Il y a des pratiques éducatives qu'on pourrait mettre en place, qu'on devrait mettre en place pour encourager des citoyens qui sont plus capables de prendre en charge l'information. En gros, là, bon, il y a eu l'idée il y a certaines maintenant facultés en France qui ont créé des cours de zététique carrément. Évidemment, ça c'est à un niveau universitaire. Mais ça arrive assez tard. Ouais, ça arrive assez tard, oui, voilà. Voilà, moi je serais assez partisan de cours sur le paranormal. En Angleterre, par exemple, ils ont créé un A-level, donc c'est l'équivalent d'un bac, d'une spécialisation du bac sur la psychologie anomalistique, donc pour parler du paranormal. Il y a des choses qui pourraient être faites au niveau éducatif, mais bon. Après, on arrive dans l'état de l'éducation dans nos pays, ou comment on enseigne les choses aux gens, voilà. Mais je veux dire, la réponse classique, ça a souvent été, les gens vont à l'école et c'est là qu'ils devraient apprendre ça, quoi. Mais visiblement, parfois, on échoue à le faire et on devrait se poser des questions sur comment ça se fait, quoi. Ça, c'est sûr. Ben, sinon, évidemment, bon, ça, c'est les premières réponses, mais sinon, si le travail n'est pas fait à l'école, comment diffuser l'esprit critique et la pensée, voilà. Donc bon, les sceptiques, ils répondent en disant on fait des podcasts, on fait des chaînes YouTube comme Hygiène mentale ou La tronche en bière, etc. On organise des conférences, etc. Mais bon, l'impact est forcément limité, quoi. Je pense qu'ultimement il faudrait qu'il y ait une prise en charge scolaire à un moment donné, quoi. Entre autres, moi je serais très partisan de la pratique de la philo avec les enfants, au moins depuis le début du secondaire, peut-être même en primaire, et puis avoir des cours de zététique même au secondaire, ou qu'on inclue ce genre de choses avant, quoi. Ouais. En tout cas, ouais, moi je dirais la même chose, vu qu'à 18 ans, dans la majorité des pays à 18 ans, c'est l'âge où tu vas voter. Ben, t'es censé avoir appris tous ces trucs-là avant de voter, justement pour que tu puisses voter entre guillemets plus intelligemment ou plus logiquement, ou en tout cas en ayant plus conscience des faits. Donc ça devrait être, j'imagine, appris à l'école plutôt. Mais ça pose toujours question, parce que je suis sûr qu'il y a des tas de profs qui font un boulot formidable sur ce sujet-là. Enfin, je suis prof aussi, hein, donc je compatis, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quand on a des choses comme ça qui se produisent, on se dit, c'est comme voilà, des mouvements politiques, etc., qu'on constate la remontée de l'extrême droite et des choses comme ça en Europe. On se dit, c'est un échec de l'éducation, mais est-ce que c'est vrai? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? C'est ça la vraie question, quoi. Vaste question. T'as encore un truc à dire, Julie, là-dessus, sur cette question? Sur la question de l'éducation, ça va être trop long. Très vaste. Trop long, mais ouais, mais j'imagine que t'as beaucoup à dire. Je te rejoins sur beaucoup de points, effectivement. Voilà, faire des podcasts et tout, c'est bien, mais on va déjà toucher des gens qui ont déjà la curiosité d'aller chercher une information. Et c'est vrai que si cette formation à la curiosité, à l'esprit critique se fait pas plus tôt, voilà, faire des cours de zététique à la fac, c'est bien, mais on s'adresse déjà à des gens qui ont plus de 18 ans. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, alors souvent, ouais, j'imagine que tout le monde fait pas la fac, en plus. Et puis alors, souvent on dit, bon, les sceptiques, ils vont dire, il faut confronter les croyances des gens, mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire. Enfin, l'exemple classique, c'est si j'ai quelqu'un dans mon feed Facebook ou dans mes amis Facebook qui défend l'homéopathie, comment lui commencer à mettre un germe de doute dans son esprit, ou encore dans un repas de famille. Enfin, c'est des questions auxquelles les sceptiques sont tous confrontés, hein. Voilà, donc c'est aussi parce que finalement on peut aussi, enfin moi une idée ça va être de dire voilà, les sceptiques sont dans la société, il faut si on en parle, mais le problème c'est que voilà, on lutte contre les tendances de l'esprit, donc c'est très difficile d'avoir une conversation sur l'homéopathie par exemple, et sans que la personne se raidisse ou ne prennent mal les remarques qui sont faites, et donc on n'a pas le fait voulu, quoi. Donc on lutte, c'est d'où la métaphore de Sisyphe ou des moulins dont je parlais avant, quoi. Ouais, c'est justement ma question suivante, hein, qui est logique, justement. Et toi tu parles alors peut-être de l'homéopathie, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui va nous raconter une histoire d'extraterrestre, et on va lui lui poser des questions peut-être, mais il y a aussi d'autres questions qui sont pas nécessairement liées directement au scepticisme, mais la question du racisme, par exemple, ce qu'on appelle le racisme. Il y a plein d'autres questions. Enfin, on en a discuté dans l'épisode précédent, par exemple, du sexisme, qui est quand même extrêmement présent, et quand on voit les réactions, alors même s'il faut les tempérer parce que c'est des réactions internet, et on sait qu'internet
c'est pas vraiment le vrai monde et que ceux qui parlent ont plutôt tendance à être les gens qui sont extrêmes, parce que les gens qui s'en foutent vont rien dire. Mais on avait parlé des extraits de Star Wars qui sont sortis et voilà, c'est le féministe. Et en même temps, c'est toujours très difficile, je trouve, quand tu es dans une discussion, encore plus quand tu es en groupe, quand tu as quelqu'un qui sort un truc que tu juges être vraiment sexiste ou comme on dit, un petit peu raciste quand même. Généralement, quand on dit que c'est un petit peu raciste, c'est qu'on a envie de tempérer le truc parce que c'est un pote, mais au fond, c'est quand même assez raciste. Et j'imagine toi, par exemple, ou même moi, quand tu as quelqu'un qui parle d'homéopathie, c'est comment est-ce qu'on réagit face à ça? C'est quoi la bonne manière de faire? Alors, rentrer dedans directement, oui, ça, on sait que c'est pas très efficace, mais comment est-ce qu'on fait, en fait? Je trouve ça personnellement, moi je pense qu'Internet c'est le vrai monde aussi, hein. Je veux dire, je questionnerais la prémisse de dire qu'Internet c'est pas le vrai monde. Je veux dire, les gens sur Internet, dans le sens que ils tu ne le diraient pas, ils le penseraient, mais ils ne le le... diraient pas à voix haute, mais je veux dire, ils le pensent quand... Non, pas dans ce sens-là, c'est que si tu prends 10 000 commentaires YouTube d'un extrait de Star Wars où il y a une femme et que dedans il y en a X milliers qui sont jugés sexistes, tu peux pas faire un pourcentage et le mettre dans le monde réel et dire que c'est le pourcentage de gens qui sont sexistes. Tu vois. Ça, à mon avis, c'est faire des statistiques à la con, tu vois, parce que moi, je vais regarder l'extrait de Star Wars, je trouve absolument aucun problème à ce que ce soit une femme, je vais juste faire un like sur la vidéo et je m'en fous, je vais pas commenter, quoi. Les gens qui vont commenter vont être plutôt ceux qui, justement, ça va les choquer parce que ils ont les pensées qu'ils ont et du coup ils vont réagir et on va les compter dedans. Mais c'est ce que je dis, c'est le vrai monde, mais les statistiques, tu peux pas les prendre. Non, et faire copier-coller. Non, ça je suis tout à fait d'accord. Ouais, dans ça je suis tout à fait d'accord. Mais oui, c'est vrai. Engager la conversation avec les gens qui pensent des choses que nous estimons être incorrectes, c'est toujours difficile. Moi, je pense que pour moi, le scepticisme, c'est souvent. J'aime bien rappeler que le scepticisme, c'est aussi voir les défauts chez nous, hein, et pas seulement chez les autres, hein, parce que bon, c'est toujours important de voir les biais de réflexion ou les erreurs que nous on peut faire. Donc, avant de jeter la pierre aux autres, c'est toujours bien de voir les nôtres, parce qu'on est tous, on est tous un peu aussi pris dans des mythes et des réseaux de croyances, etc. Donc, je pense que le scepticisme, moi, personnellement, je me fais souvent l'avocat le scepticisme, c'est avant de vous regarder vous-même dans le miroir, avant de jeter la pierre aux autres. Mais si vous voulez interagir avec quelqu'un d'autre sur ces sujets-là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que simplement il y a déjà le fait que quand on discute avec quelqu'un, les gens changent pas d'avis comme ça. Je veux dire, il n'y a jamais eu de débat dans l'histoire de l'humanité où deux personnes étaient en face à face. Il y a des arguments qui ont été échangés à la fin de la conversation. Il y en a un des deux qui a dit tu as tort et l'autre a dit l'autre a dit j'avais tort, maintenant j'ai adopté ton opinion. S'il y en a eu un comme ça, c'était vraiment exceptionnel, hein. Généralement les arguments ne changent pas les opinions des gens comme ça sur le coup, quoi. Donc moi souvent, si je vais discuter avec quelqu'un qui a une opinion erronée selon moi, mon but n'est jamais de le faire changer d'avis. En fait, c'est juste de planter des graines de doute. C'est-à-dire que je sais très bien qu'à la fin de la conversation, il sera toujours convaincu que sa position est la bonne. Mais ce que je veux faire, en fait, mon seul objectif, c'est de l'exposer au fait qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui. S'il a pris conscience qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui, je pense que c'est déjà parce que ça c'est la seule chose qui peut entre guillemets semer le doute dans son esprit, quoi. Souvent aussi, je vais peut-être essayer d'invoquer l'argument d'autorité, etc. Par exemple, si je vais dire oui, il n'y a pas d'études qui prouvent que le cupping, par exemple, à la nouvelle mode aux Jeux Olympiques là, pour la natation, de mettre des cloches sur le corps avec des ventouses. Oui, j'ai vu ça. Il y a eu une revue de la littérature et elle montre que le seul effet, c'est sur la perception de la douleur, parce qu'évidemment, ça c'est super subjectif et l'effet placebo, blablabla. Je veux dire, le cupping n'a pas d'effet réel, donc c'est complètement ridicule que les athlètes le fassent. Mais si je tombe sur quelqu'un qui défend la position inverse, je vais peut-être lui dire oui, je suis doctorant en psycho, donc j'ai lu, j'ai une bonne référence, je peux te donner un lien vers la revue de la littérature en question. J'essaye de mettre du poids derrière de ce que je dis, en sachant non plus que ça va pas remporter sa conviction, hein. Mais le fait qu'il soit confronté simplement qu'il soit confronté avec quelqu'un qui ne pense pas que lui, c'est déjà énorme, je pense, hein. Je pense que le pire qu'on puisse faire, en fait, c'est laisser les gens dans leur bulle intellectuelle, quoi. Ça, c'est vraiment le gros problème, parce que justement, on revient sur le biais
de sélection de l'information dont on parlait avant. Les gens vivent dans des bulles intellectuelles, ils vivent dans des milieux un peu New Age où les gens parlent aux anges, font de la radiesthésie, se soignent à l'homéopathie, etc. Et parfois ils ont jamais été confrontés au fait que non, il y a des gens qui ne pensent pas comme eux, quoi. Et simplement leur dire, ouais, en fait, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que blablabla, je sais, dans le fond, je sais très bien que ça va pas te faire changer d'avis maintenant, mais peut-être que dans 10 ans, quand tu auras été exposé à beaucoup de gens comme moi, tu vois, en fait, le principe, pour moi, le principe, c'est de planter une graine de doute, quoi, et pas de convaincre la personne. Je sais pas si ça te parle, en tout cas. Donc, en fait, dans une discussion, si, parce que je trouve intéressant, donc en fait, dans une discussion, ou que ce soit personnel ou avec plusieurs personnes, le but, ce serait pas nécessairement, justement, d'entamer une longue discussion de 3 heures où finalement tout le monde part fâché parce que t'as fini par insulter les gens en les traitant de racistes alors que c'était pas le but au début. Le but, c'est de planter 1 ou 2 graines comme ça, tout sage. Donc en fait, le pire que tu peux faire, c'est vraiment de pas réagir. Oui, c'est ça. Parce que du coup, tu le laisses pour dans le sa racisme, bulle. c'est vraiment très flagrant parce que moi j'ai un certain nombre dans mes classes, hein, et je donne cours à des adultes et bon, c'est vrai que voilà, c'est un échantillon de la population belge, donc forcément dans le tas, il y en a un certain nombre qui vont exprimer des opinions racistes. Et alors la question, c'est souvent comment réagir à ça, hein. Et parfois c'est fait en classe, hein, ouvertement devant les autres, alors qu'il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, etc. dans la classe, hein. Mais c'est toujours intéressant de comment réagir en tant que prof dans ces situations-là, hein. C'est des vraies questions. Mais c'est vrai que moi, mon principe, je pense qu'il faut jamais laisser passer, quoi. Mais le but, c'est pas de réagir de manière agressive, tu vois, c'est de faire une remarque ou parfois de planter une graine. Donc ça peut se faire par l'humour, mais en tout cas de pas laisser passer, hein. Mais je pense qu'il y a des choses où tu dois essayer de générer la réflexion chez les gens. Tandis que si tu laisses passer à ce moment-là, ils sont toujours dans leur bulle intellectuelle où ils ont l'impression que c'est ok de dire ce genre de choses, quoi. Enfin, je sais pas si vous voulez continuer, mais Julie, j'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi, parce que par exemple, si on parle du racisme, quand même, il y a quand même Strauss qui a écrit dessus. Enfin, c'est quand même un sujet qui a aussi beaucoup dans l'anthropologie. Toi, en tant qu'anthropologue, si ça arrive, c'est peut-être déjà arrivé, comment est-ce que tu réagis? Déjà, je sais pas si je réagis en tant qu'anthropologue, tu vois, j'ai réagi en tant qu'individu. Oui, non, mais enfin, t'as quand même un bagage. Non, là, je rejoins Jean-Michel, c'est que tu peux jamais te mettre vraiment arriver avec des arguments où tu te mets en conflit avec la personne, ça sert à rien. Effectivement, déjà juste poser un doute et dire déjà que t'es pas d'accord. Juste ça, dire que toi t'es pas d'accord et après amener une discussion. Mais une discussion, si tu braques la personne en face, ça mènera jamais à rien. Tout le monde repart de son côté en étant persuadé que c'est lui qui a raison. Donc, mais effectivement, faut jamais laisser passer. Mais même, voilà, des choses que t'entends dans la rue ou avec des gens que tu connais à peine. Enfin, moi, en tout cas, je suis partie des gens qui peuvent pas laisser passer. Et faut faire des remarques et amener l'autre aussi à le laisser parler, tu vois. Faut aussi accepter les arguments qui arrivent en face et les amener au bout de sa réflexion, quoi. Enfin, et lui montrer que tout le monde pense pas comme lui et pourquoi est-ce qu'on pense pas comme lui. Mais je pense qu'il faut rien laisser passer, que ce soit sur le racisme ou sur d'autres choses. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec quelque chose, où on pense que la personne en face a un discours erroné ou biaisé, il faut mettre ce biais en évidence, quoi. Je pense là je tombe vraiment sur mes expériences concrètes en tant qu'enseignant, mais moi ce que je constate souvent, et c'est plus dur à contre-argumenter, c'est que les gens vont émettre des opinions et ils vont dire c'est de l'humour, en fait. Ils vont présenter ça sous la forme de l'humour, hein. Et ça c'est souvent difficile à mettre plus en exergue, parce que si tu leur dis brutalement non, c'était une remarque raciste que tu viens faire ou une remarque sexiste, ils vont dire mais non, c'était juste une blague, hein. Je ne pense pas réellement ça. Et ça c'est le propre de ces types de... Je pense que ce type de remarques sont en fait finalement plus difficiles à contre-argumenter que les autres, hein. Un exemple classique que moi j'entends beaucoup, c'est l'expression quelqu'un fait une remarque, une fille fait une remarque, et souvent les filles sont le vecteur de ce genre de représentation, et alors elles vont dire mais je suis pas blonde, hein, ou je suis blonde, quelque chose comme ça, je suis blonde, hein. Donc c'est une remarque sur les blondes, parce que toutes les blondes sont connes, c'est bien connu. Voilà, et ça c'est toujours... Julie n'est pas blonde, ça va. Non, mais ma sœur appréciera énormément cette réflexion. Et ça c'est vraiment surtout quand ça sort de la bouche d'une fille, c'est vraiment très dur à confronter, quoi. Et moi j'ai souvent ça en classe ou même sur internet, on lit.
Et alors, moi j'ai tendance à pas laisser passer, quoi. Hein. Je dis, ouais, mais pourquoi tu penses vraiment que toutes les blondes sont des imbéciles ou... J'essaie de questionner la personne sur ses représentations. Je dis, mais vraiment, tu penses vraiment ça ou alors, je sais pas, il y a une blonde dans la classe là. Tu crois qu'elle est contente que tu aies dit ça? Mais je pense que c'est le plus dur à combattre parce que c'est des représentations que les gens véhiculent à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent même pas que ce qu'ils disent est soit sexiste ou raciste ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois. La force, c'est plus, c'est même des traits de langage, quoi. C'est une réflexion qui sort, voilà, qu'on a toujours entendu dire et qu'on dit, ouais, ça devient un tic de langage sans penser vraiment les implications qu'il peut y avoir derrière. Ouais. C'est vrai que moi, typiquement, c'est le genre de truc où, alors, c'est pas dans mes expressions, mais j'aurais pas forcément réagi parce que je sais pas, justement, comme tu dis, Julie, pour moi, c'est genre des expressions et en fait, c'est quand même pas si cool que ça, quoi. Bah. Ouais, c'est intéressant. Oui, parce que je pense que bon, ça c'est un peu le problème si on lit les écrits des féministes ou des gens qui ont travaillé sur le racisme, c'est ça, hein, c'est que la culture un peu cristallise parfois et il y a des expressions comme ça qui sont juste des manifestations du sexisme ambiant. Hein, voilà, enfin c'est un peu. Il y a toujours des expressions où je ne sais pas vraiment comment les dire, donc du coup tu les dis plus tout simplement. Je pense que c'est le mieux à faire, mais où elles sont tellement empreintes de, comme tu dis, de sexisme qu'en fait il y a tout simplement pas moyen de, ou tu les dis ou tu les dis pas en fait. Mais bref. Bon, en gros, il faut essayer de faire passer aux gens l'idée qu'il faudrait plus les dire, quoi. C'est pas des expressions qui méritent d'être utilisées. Oui, mais je pense que en même temps, enfin, il y a des expressions racistes vraiment, enfin. Après, en même temps, en disant ça, ça veut dire que celles qu'on n'a pas éliminées sont pas racistes, donc c'est un petit peu embêtant. Mais disons qu'il y a des expressions qu'on a abandonnées, je sais pas, ces 20-30 dernières années, et on a réussi à le faire, donc. Peut-être c'est que maintenant on est juste dans la transition, on va dire, on va se dire ça pour se consoler, quoi. Mais ouais. Mais il y a encore du travail à faire, hein, ça c'est sûr. Il y a eu pas mal il y a eu de réactions intéressantes sur les remarques sexistes aux Jeux Olympiques, hein, avec les commentateurs qui font en disant des athlètes, bah oui, elle fait bien ça, etc. Oh oui, elle est quand même jolie. Enfin, des remarques qui se permettraient jamais de faire sur les garçons. Donc voilà, c'est toutes des remarques que les gens font, mais je pense qu'ils véhiculent des stéréotypes, évidemment, et qui ne se... Enfin voilà, bon, ça c'est toujours le problème de la lutte contre le sexisme et le racisme à travers tel qu'il est présent dans le langage. Mais je pense que vous avez raison les deux de dire qu'il faut pas laisser passer, parce que mais des fois j'avoue c'est difficile parce que t'entends toi je sais pas, c'est 7h du matin, tu viens de te lever, tu dis ouais non mais c'est bon quoi, je vais pas réagir quoi, et en fait le problème c'est que si personne réagit, ces gens ont jamais l'occasion d'avoir entre guillemets une confrontation, une autre idée qui vient, et elles risquent de rester dans leur truc, et ce qui peut mener à des extrêmes dont on a parlé au début de l'épisode, genre Brexit, Trump, etc. Je trouve ça assez intéressant. Mais pour la lutte contre le racisme, je pense, enfin là c'est le prof de langue qui parle, mais je pense que le travail sur l'interculturel est super important, et là je suppose que ça devrait plaire aux anthropologues, mais moi je pense que justement quand les gens... Un des problèmes d'ailleurs, je pense, pour moi, dans nos cours de langue, en tout cas, je sais pas trop quelle est la situation en Suisse, mais en Belgique, ça a souvent été, les langues sont forcément des langues européennes, donc c'est l'anglais, néerlandais, italien, espagnol, allemand. Hein. Mais le problème, c'est que si on proposait aux jeunes d'apprendre des langues comme le chinois, ou on pourrait évidemment aller vers le turc ou l'arabe à l'école, parce qu'évidemment, apprendre une langue, c'est évidemment vecteur d'apprentissage de la culture et d'apprendre les différences culturelles. Moi, je travaille beaucoup, en fait, finalement, en enseignant le japonais sur les représentations culturelles que les gens ont. Et évidemment, l'avantage du Japon, c'est que la culture est radicalement différente. Du coup, les gens sont vraiment confrontés à l'altérité assez fort. Mais c'est beaucoup moins que si on travaille sur le néerlandais en Belgique, par exemple. Mais bon, de toute façon, faire des langues, c'est bien de manière générale, mais je pense que si on enseignait aux jeunes des langues plus lointaines, hein, qui les confrontent à des altérités plus différentes que la culture britannique pour les Belges ou la culture allemande pour les Belges, hein, qui sont quand même toujours des cultures occidentales, finalement issues de la même lignée
Voilà quoi. Ça serait, ouais, voilà, travailler sur l'interculturel pour apprendre aux gens à respecter plus les autres cultures, respecter plus la différence. C'est certainement la voie royale. C'est dommage pour moi ce centrage à l'école secondaire sur les langues occidentales, c'est un peu problématique. Hein. Maintenant, ceci dit, il faut mettre des bémols, puisqu'évidemment en France, il y a pas mal de cours de japonais qui sont ouverts avec les années et la popularité du japonais. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui évoluent, mais c'est des choses vers lesquelles on doit plus aller, évidemment. Non, pour revenir sur cette histoire de langue, ça évolue, mais à des niveaux pareils. On reste sur de la fac ou du lycée. Enfin, quand on voit que finalement, c'est pas passé en France, mais qu'on voulait supprimer les classes bilingues. Alors effectivement, hein, c'est bilingue avec d'autres langues européennes, mais ça reste déjà quand même une ouverture, surtout dans des classes bilingues où on travaille vraiment à fond sur la culture de la langue qu'on apprend. Voilà, on travaille pas du tout dans ce sens-là d'interculturalité, malheureusement, en milieu scolaire, quoi. Enfin, on va dire à titre individuel, si, et heureusement, il y a des enseignants et des professeurs qui travaillent dans ce sens, mais c'est pas un esprit, en tout cas, c'est pas soutenu par le gouvernement. Et alors que pourtant, effectivement, la langue, ça reste un des meilleurs moyens d'accès à une culture, quoi. C'est vraiment ce qui symbolise, enfin, ce qui cristallise tout le symbolisme d'une culture. Donc c'est vrai que c'est un travail à faire et qui, je pense, est nécessaire pour l'éducation et pour l'ouverture des générations qui arrivent, quoi. Ouais, alors moi j'avoue, j'ai toujours détesté les langues parce qu'en l'occurrence c'était l'allemand. Je me suis toujours dit que ça servait à rien. Et du coup, je vis dans un endroit où on parle que allemand en Suisse. Hein, voilà, Jonathan, qui était un bon prophète en son temps. Ceci dit, je trouve aussi, moi je dirais la même chose sur l'histoire aussi, où des fois je me pose je me dis d'un côté, oui, apprendre l'histoire de la Suisse, c'est important, mais est-ce que c'est pas important d'apprendre l'histoire d'ailleurs? Mais après, en même temps, bon voilà, il y a un programme, il y a des heures de cours, il y a machin. Mais je me dis par exemple, c'est en regardant Marco Polo que je me suis mis à lire des livres d'histoire qui parlaient de la Mongolie justement et notamment de Kubilai, etc. Et je me disais mais pourquoi on m'a jamais rien dit là-dessus, quoi? Ces mecs-là ont juste eu la moitié du monde dans leurs mains, ils sont partis des steppes, ils ont bousillé la Chine, enfin c'est en très résumé, hein, c'est pas vraiment ça, mais je me dis mais pourquoi on m'a jamais appris ça à l'école? Et du coup maintenant j'ai une vision, il me semble, de la Chine et de la Mongolie qui est complètement différente que celle que j'avais avant. Après, il y a bien entendu les voyages, mais qui viennent après aussi, hein, où je pense que quand tu as l'occasion de voyager, même aux États-Unis ou ailleurs, tu vois quand même les choses vraiment différemment, je trouve, et tu te mets à mettre des poids différents et relativiser beaucoup les choses. Mais à l'école, on va dire que c'est un peu... Peut-être on devrait envoyer nos enfants chaque année dans un pays différent, ça irait mieux, je sais pas. Mais après, tu peux pas demander à l'école de t'apporter un savoir exhaustif sur toutes les autres cultures, sur toutes les autres langues et toutes les autres histoires. Après, le boulot, c'est vraiment d'être capable quand même de semer de la curiosité chez les enfants, c'est tout. Enfin, à partir du moment où tu ouvres une porte, je suis moins curieux, même un cours de découverte sur une langue, même sans en faire tout un semestre ou une année, ça peut être suffisant, tu vois, pour juste créer de la curiosité. Après, c'est à toi, à côté de l'école. L'école peut pas être là pour tout apprendre. Elle est là pour t'apprendre à justement aimer apprendre et à être curieux. Enfin, elle devrait être là, en tout cas. Ça devrait être sa clair. mission. Après, j'ai l'impression qu'en France, mais je suis pas certain, mais vous êtes pas mal, en tout cas dans les cours d'histoire, vous êtes pas mal centré sur l'histoire française, justement avec tous les Louis, les machins. Et je me dis, ben oui, est-ce que finalement, c'est pas qu'on s'en fout, mais on pourrait laisser plus de place à d'autres choses ailleurs aussi. Justement, comme tu dis, si le but, c'est pas de savoir tout par cœur sur une période bien définie, si le but, c'est d'éveiller la curiosité, alors autant de parler un petit peu de tout, tu vois. Mais bon, après honnêtement, je suis pas prof et je suis beaucoup trop loin de tous ces trucs-là pour avoir une idée intelligente. Je pense que parmi les auditeurs, justement, on sait qu'il y a des profs, il y a des élèves, des anthropologues qui auront certainement des idées bien différentes là-dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'être très centré sur soi dans un monde où visiblement c'est un gros problème parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes, quoi. Après, l'école est quand même là pour créer une communauté, tu vois, de citoyens, que ce soit tu vois, en Belgique, en Suisse ou en français. T'es là pour quand même un minimum former des Français, des Suisses ou des Belges. Donc t'es obligé à un moment de te centrer quand même sur une histoire qui doit être commune. Après, c'est comment on l'écrit, cette histoire commune, c'est une autre question, mais t'es obligé d'avoir un tronc commun qui est quand même centré sur soi, mais sans exclure le reste, quoi. Et c'est cette
cette balance qui est difficile à trouver, quoi. Tu peux pas non plus faire des cours d'histoire où tu parles que très très peu de la France, enfin en tout cas dans les écoles françaises. Sans être anarchiste, moi j'aurais plutôt tendance à penser ça, parce que je me dirais, mais après on repart dans la discussion qu'on a eue la dernière fois sur le Japon, hein, il y a une certaine importance d'avoir une idée de la France, d'avoir une idée de tes grands ancêtres, de tes grandes réalisations du siècle des Lumières. Enfin, il faut que tu vendes la France à tes prochains citoyens pour qu'ils soient fiers d'être là, puis pour qu'ils reproduisent le schéma social qui a été là. Sans forcément être fier, il faut aussi apprendre à vivre ensemble, et pour ça il faut se mettre d'accord sur une histoire commune, où là il y a un vrai travail qui est à faire, hein, sinon on ne serait pas dans tous ces problèmes sociétals dont on parle constamment. Mais je dis fierté parce qu'il y a quand même certains aspects de l'histoire française qu'à mon avis qui sont pas oui, vraiment après parlés, c'est vrai que non mais après c'est vrai que sur la France on peut être par rapport à, je sais pas du tout comment ça se passe en Suisse, mais effectivement il y a cette idée de grandeur française, on va dire il y a un passif, il y a un passif colonial qui est pas vraiment qui joue là-dessus, mais après je pense que ça reste nécessaire, après c'est mon avis personnel, mais ça reste nécessaire d'avoir mais pour tous les pays, d'avoir aussi un... Je pense que ce que vous soulignez bien dans toutes ces discussions, c'est que l'école a des objectifs qui sont parfois contradictoires ou complémentaires, et la difficulté de les articuler. Un des objectifs que vous n'avez pas nommé, évidemment, c'est préparer au monde de l'emploi, et ça c'est des discours qu'on entend beaucoup, surtout dans les niveaux supérieurs. Finalement, il faut que les enfants fassent de l'informatique, parce que les métiers de l'avenir, c'est les ordinateurs. Et puis alors il y a l'autre objectif qui serait que chaque pays doit créer une mémoire collective de son identité, voilà, et c'est vrai que c'est en tension avec l'idée d'avoir une mémoire collective de quoi. Est-ce qu'on se centre sur une mémoire collective du pays dans lequel on est parce qu'on veut qu'on soit patriote, en fait, hein, c'est créer des patriotes, hein, des gens qui s'identifient, hein, comme étant belges ou français ou suisses, et qui ont une mémoire de leur identité parce c'est ce qu'ils sont, ils sont d'un pays, quoi. Est-ce que l'école veut former des patriotes? Parce que en cas de guerre, il faut avoir des gens envoyés sur le front, donc il faut bien avoir des patriotes. Mais c'est vrai que moi, ce que tu disais, Jonathan, c'est là que au Japon, ça m'avait fort frappé. C'est vrai que c'est marrant de voir le programme scolaire là-bas, évidemment, parce qu'au niveau de l'histoire, ce qu'ils apprennent est radicalement différent. Ils voient l'histoire de l'Asie, l'histoire des grands intellectuels, style Confucius, etc. Voilà, toute l'histoire du Japon, évidemment. Et donc, c'est vraiment frappant quand on va dans ces pays-là de constater les différences entre les programmes scolaires, etc. Maintenant, je pense qu'en Europe, c'est vrai qu'il faut contraster. Je comprends bien que l'école doit faire ces trois fonctions-là. Évidemment, nous, on est attachés à former de bons citoyens ou des gens qui réfléchissent de manière critique, parce que c'est peut-être pas forcément toujours la même chose, mais voilà. Mais je pense qu'il y a quand même je dirais par rapport au programme tel que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, et l'impression que j'en ai, et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, hein, c'est vrai que dans le but de former des patriotes d'un pays, on oublie d'autres parties du monde, et je crois que souvent, moi j'ai souvent vu l'histoire de l'Europe. On voit l'histoire de l'Europe avec la Grèce, puis Rome, etc. C'est le fameux chemin de la raison chez Hegel. On a Grèce. La philosophie a été inventée en Grèce parce que les autres cultures, elles réfléchissaient pas, c'est bien connu. Et alors, la Grèce, c'est allé chez les Romains, et puis les Romains, c'est allé, voilà, et puis ça remonte jusque chez Hegel, puisqu'évidemment Hegel est le pinacle de la culture occidentale en Allemagne, évidemment. C'est le chemin, voilà. Donc il y a cette tendance à exalter l'Europe ou l'histoire de l'Europe, et finalement j'ai l'impression que ça risque de créer la sensation que l'Europe est spéciale, c'est pas un risque, en fait, hein, c'est quelque chose dont on vient, parce que l'idée qu'on trouvait chez le philosophe Hegel que la raison, elle balbutiait en Afrique, et en Asie il n'y a rien eu, parce que c'était tous des imbéciles en Asie, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui ont été pensées par le passé, et puis on en revient maintenant, c'est seulement maintenant qu'on commence à se rendre compte, mais c'est encore dans nos programmes scolaires. Et si l'histoire des inventions, par exemple, ou de la technologie qu'on enseigne à nos élèves, c'est toujours les Grecs ont inventé plein de trucs géniaux, mais on oublie que les Chinois ont inventé plein de trucs géniaux aussi. Et on valorise. J'ai l'impression que les programmes ont tendance à valoriser, au nom de créer des patriotes, hein, ou en tout cas des patriotes européens. On valorise l'Europe ou l'histoire de l'Europe. On donne une sensation souvent aux élèves
enfin c'est un des risques en tout cas qu'on peut courir, qui provient d'un passé colonial qui malheureusement est toujours un peu présent à l'arrière-fond de notre culture, quoi. Que l'Europe serait spéciale, particulière, que c'est là que la raison se serait incarnée, pour reprendre le vocabulaire d'Hegel, et que les autres pays, c'est bien qu'on les ait colonisés pour leur apporter la raison, parce que voilà, on a fait une œuvre civilisatrice. Enfin, il y a quand même toujours cette idée-là, et je pense que ce que tu essaies de dire, Jonathan, c'est que, et c'est ce que j'ai eu en voyant ce programme scolaire japonais, quoi. Il y a plein d'intellectuels fascinants au Japon qu'on n'apprend pas chez nous. Ben forcément, en ne les apprenant pas, on a l'impression que tout s'est fait chez nous et que rien d'intéressant ne s'est fait vraiment ailleurs, quoi. Exactement, et je trouve que ça se retrouve bien en plus. Si on parle par exemple, alors des Français, en Suisse, je pense que c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas la même histoire et les mêmes rapports avec les États-Unis, mais par exemple, si on reprend sur Trump pour faire des jolis liens dans l'épisode, où les Français disent « Ah ouais, c'est les Américains, de toute façon, ils sont cons, ils ont un président con, ça va très bien, tu vois. » Et moi, quand j'entends ça, je dis « Mais les gars, sérieux, vous pouvez pas dire ça, quoi. » Enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Mais en même temps, c'est pour les gens qui ont jamais été aux États-Unis, qui voient les États-Unis seulement sous un certain prisme, qui ont jamais lu l'histoire des États-Unis, qui captent pas l'anglais, je peux comprendre, tu vois, que avec notamment l'école, ben t'en arrives à penser un petit peu ça, quoi. D'une façon beaucoup plus extrême, j'étais en Chine et j'étais à Pékin, j'ai discuté avec pas mal de jeunes Chinois, et quand tu vois ben oui, bon, c'est un petit peu l'extrême, c'est vrai, mais ben ouais, j'ai pas l'impression qu'on est forcément dans un chemin différent, quoi. On est un petit peu moins extrême parce qu'on est un petit peu moins fermé, puis on n'a pas le choix. Mais des fois, j'ai l'impression que s'il y avait la possibilité de donner le même enseignement qu'en Chine par rapport à la Chine en France, on le ferait en fait, parce que c'est beaucoup plus pratique et ça fait des citoyens qui sont beaucoup plus normés et c'est très bien, quoi. Mais du coup, ouais, enfin... Mais bon, après, c'est presque plus philosophique qu'autre chose, mais je pense que c'est des questions super importantes, quoi. Tout en mettant quand même comme bémol qu'on sait bien qu'il y a des enseignants qui font un super boulot et qui essaient de... Ah non, mais c'est absolument pas, en l'occurrence, c'est absolument pas les enseignants, parce qu'ils font aussi le programme qu'on leur donne de faire, et comme tu dis, il y a des enseignants qui sont absolument géniaux, j'ai aucun problème avec ça, c'est plutôt la couleur qu'on donne à l'enseignement d'une façon générale, quoi, en fait. Enfin, je sais pas, vous avez encore quelque chose à dire sur ce sujet, parce que bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais... Ouais, voilà, c'est une question très vaste que la finalité qu'on donne à l'enseignement, en tout cas l'enseignement public, quoi, dans nos sociétés, mais effectivement, on voit bien qu'il y a du boulot à faire, quoi. Ok, et ben c'était encore une fois super intéressante. Peut-être pour rester dans un temps pas trop long, est-ce que vous pourriez me donner... je sais pas, que ce soit des sites internet ou des livres que vous avez lus ou qui vont un petit peu dans le sens de cet épisode, alors pas forcément sur le scepticisme, mais ça peut être sur l'histoire, des choses qui pour vous vous ont ouvert les yeux, c'est un gros mot, mais qui permettent d'étendre un petit peu que ce soit ses connaissances ou ses façons de voir, justement. Jean-Michel, tu nous as parlé du Japon, il y a peut-être des œuvres japonaises ou des philosophes japonais qui pourraient être intéressants et... qu'un mécanicien pourrait lire sans être obligé d'ouvrir le dictionnaire toutes les 2 secondes, et qui pourrait justement nous ouvrir un petit peu l'esprit, peut-être, que ce soit l'esprit critique ou dans le côté large de l'esprit, quoi. Jean-Michel, si tu as une idée. En fait, j'ai l'impression, pour rester dans le thème de l'épisode, que tu me parles de l'intersection entre scepticisme et zététique et politique. Et pour moi, c'est un sujet un peu délicat. Hein. C'est vrai que, bon, même si je me suis exprimé sur le sujet, les gens ont pu voir le genre d'opinion politique que j'ai aujourd'hui en m'écoutant, je suppose. Mais c'est vrai que les sceptiques et les zététiciens disent souvent qu'on doit appliquer la pensée critique, le scepticisme et la zététique à la politique. Moi, je suis toujours un peu réticent à ça. Le contre-argument que je donne à ça, c'est de dire le problème, c'est que dans la politique, il y a des jugements de valeur. Tout ce qui est dans la politique. On a parlé des faits tout à l'heure. Et c'est vrai que parfois, il y a les gens qui ne font pas attention aux faits. Mais même si on est d'accord sur les faits, on va avoir des différences dans les jugements de valeur qu'on a. Donc 2 sceptiques ou 2 zététiciens peuvent arriver à des conclusions politiques radicalement différentes
en partant des mêmes faits et en ayant en ayant pris connaissance des faits de manière correcte. Et donc souvent ça peut être source d'énormes tensions. Il y a d'énormes divergences politiques au sein du mouvement scepticisme scientifique, enfin du scepticisme. Et dans le fond, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est bien, mais bon, souvent le problème lié à ça, c'est que si un sceptique défend une position politique, bon, aux États-Unis, il y a beaucoup de sceptiques qui sont des libertariens. En France, il y a beaucoup de sceptiques qui sont des anarchistes. Et alors, ils ont l'impression, parce qu'ils se vivent comme étant des êtres rationnels, etc., ils ont souvent l'impression, bah oui, si on n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'on est irrationnel. Mais dans le champ politique, pour moi, c'est différent. On peut avoir des désaccords politiques tout en étant rationnel, c'est-à-dire en ayant pris conscience des faits et en raisonnant bien, parce qu'on a fait des jugements de valeur différents qui sont des questions morales, on a pris des décisions morales différentes, quoi. Donc c'est pour ça que la philosophie, enfin la politique, c'est pas un sujet comme de scientifique, quoi. C'est pas comme la théorie de l'évolution ou normalement, bon, même là, évidemment, dans les sujets scientifiques, on va avoir les scientifiques qui vont être en désaccord, mais normalement, dans l'idéal, si les scientifiques étaient des êtres de pure raison et qu'ils regardaient de manière totalement objective toutes les données qui sont publiées dans la littérature scientifique, ils devraient arriver à la même conclusion. Déjà avec des questions factuelles, c'est difficile, mais alors avec des questions de politique, c'est vraiment, ouais. Voilà, donc c'est un gros bémol que je mets. Maintenant, il y a des sceptiques qui sont penchés sur la question de la politique. Donc il y a des auteurs qui ont publié là-dessus, donc des gens qui sont connus dans le domaine. Donc il y a Normand Baillargeon, donc son livre. Je suis en train de récupérer les titres. C'est donc Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Tu l'avais déjà cité dans je le pense dernier aussi, ouais. podcast. Mais donc c'est vraiment une bonne base parce que là il aborde non seulement les notions d'esprit critique avec des notions de politique dedans. Alors après ça, un autre auteur qu'on peut citer qui a travaillé sur des questions de politique, c'est Michael Shermer, qui est un sceptique américain. Et lui, en fait, c'est un libertarien, donc on saute d'un courant politique à un autre. Donc en fait, tous ces sceptiques ont été critiqués pour les positions qu'ils défendent par d'autres sceptiques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les positions politiques des 10 sceptiques. Mais bon, c'est des bonnes lectures pour réfléchir à ces questions-là. Et puis comme on doit lire des gens avec qui on n'est pas d'accord, ça tombe bien. Ça marche de toute façon. Ouais. Donc il a écrit en anglais The Moral Arc, l'arc moral, ça c'est sur le progrès moral à travers le temps. Et il a fait des livres aussi sur l'économie. Bref, vous cherchez Michael Shermer, c'est le fondateur de la Skeptical Society. Il a publié un certain nombre d'ouvrages sur l'économie et sur la politique et sur la morale. Voilà, alors après, on rentre dans des eaux plus turbulentes et la moitié des sceptiques vont m'adorer pour les citer et l'autre moitié des sceptiques vont me détester parce que je vais les citer. C'est donc évidemment Noam Chomsky. Désolé à tous ceux qui détestent Noam Chomsky, mais je l'ai cité, voilà, c'est fait. Et puis... C'est à la fin du podcast, il y a de toute façon que les fans de toi et de nous qui écouteront, donc ça va. Voilà, mais franchement, ici, les gens que je cite, c'est pas des gens où je suis en train de dire je les cite parce que je suis d'accord avec eux sur quoi que ce soit. Je les cite parce que c'est des références dans la communauté sceptique qui ont écrit sur la politique et que c'est des gens qui sont intéressants à lire de toute manière, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis à leur sujet. C'était le but de ma question d'ailleurs. Voilà, Noam Chomsky, évidemment, il a fait énormément de publications. Il y a même des documentaires sur lui sur Netflix. Donc si vous connaissez pas l'œuvre de Noam Chomsky, allez la lire. Évidemment, il a beaucoup réfléchi sur les questions politiques. Et encore plus controversé, nous avons Brikmont en Belgique, Jean Brikmont, qui est dans la lignée de Chomsky. Et qui est aussi là c'est parce que c'est un peu un cocorico belge, je cite un sceptique belge. Il est connu chez les sceptiques parce qu'évidemment il a écrit Imposture intellectuelle qui est un classique avec Alan Sokal, mais il a écrit un certain nombre d'ouvrages comme Impérialisme humanitaire, Droit de l'homme, Droit d'ingérence, Droit du plus fort, La République des censeurs, etc. Alors encore une fois, il y a des sceptiques qui le vomissent allègrement, mais je l'ai cité, voilà. C'est un sceptique belge, donc après on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, ça c'est un autre problème. Mais franchement, je pense que vous pouvez encore une fois lire ses ouvrages et ça vous donnera certainement à réfléchir, même si vous détestez ce qu'il raconte.
Ok, c'est parfait, merci pour tes conseils. Julie, toi aussi, alors du coup, qui fait des chroniques sur de la lecture, donc t'es obligée de nous conseiller un truc. Ouais, je vais conseiller un film. Non, parce que sinon, effectivement, Chomsky, je pense que c'est des très bonnes lectures. Après, voilà, on n'aime pas, mais c'est vraiment toujours très intéressant à lire. Non, moi, j'ai pensé au cours de la discussion à un film, Fethi 1453, qui est une des plus grosses productions cinématographiques turques, qui est sortie en 2012, et ça permet de voir le point de vue turc, enfin, ça reste un film de propagande, hein, comme toutes les grandes productions cinématographiques, le point de vue turc sur la prise de Constantinople, où là, les chrétiens sont les méchants et les musulmans les gentils. Et déjà, c'est un bon film, hein, au niveau, ils ont bien appris du cinéma américain pour réaliser ce film. Donc c'est un film qui, franchement, se regarde très très bien, mais qui permet, c'est d'autant plus facile que c'est pas le regard qu'on a l'habitude d'avoir sur cette période de l'histoire, de voir tout de suite les aspects propagandistes, qu'on n'a pas forcément l'habitude de repérer dans les films, on va dire, qui prennent le point de vue de notre histoire, en tout cas de l'histoire qu'on connaît. Voilà, c'est tout, c'était la petite idée film, pour rester dans cette idée de voir un autre point de vue, des choses comme ça. Écoute, c'est au moins original. Alors du coup, moi je vais vous conseiller, comme je l'ai déjà cité, la lecture de Great Courses qui s'appelle The Other Side of History, Daily Life in the Ancient World. Et bon, c'est en anglais malheureusement. Une lecture de 24 heures qui est super intéressante. Et je pense que justement, je pourrais vous conseiller de voyager aussi, mais c'est pas possible pour tout le monde. En tout cas, pas tout le monde n'a pas forcément la facilité de le faire. Mais je pense que justement, s'intéresser à l'histoire et s'intéresser, justement, comme il parle de l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire les gens normaux comme vous et moi, finalement, c'est super intéressant et ça met... Ouais, je sais pas, ça me donne à chaque fois une nouvelle idée du truc. Et si vous parlez pas anglais, je vous conseillerais aussi de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Diamond, etc. Je sais qu'il y a des anthropologues. Alors, du coup, il y a aussi la moitié des anthropologues qui vont dire que j'ai eu tort de le conseiller. Mais je suis pas anthropologue, donc j'ai le droit de le faire. Il y a beaucoup de questions à se poser sur ça. Je pense que c'est une bonne base de départ et ça donne aussi une autre idée de beaucoup de choses. Et justement, on sort un peu de cette Europe et tout ça. Et je pense qu'il y a aussi un joli, enfin pour moi en tout cas, j'ai vu un joli respect de certaines choses, certaines idées d'où elles viennent, certaines choses où elles ont été développées. Et on voit dans le monde dans un côté plus global. Pour ceux qui aiment pas lire parce que c'est très long et qui savent l'anglais, sachez qu'il y a des livres de Jared Diamond qui sont aussi disponibles sur Audible. Je l'ai vu l'autre jour, notamment le 3e chimpanzé par exemple, que j'ai pas lu, donc je sais pas vous dire si c'est une bonne lecture ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de lectures audio en anglais qui sont d'extrême bonne qualité et qui en plus de ça coûte même moins cher qu'un bouquin. Ça coûte 12 ou 13 dollars je crois sur Audible, alors que le bouquin coûte 30 € sur Amazon, donc voilà, si vous savez l'anglais et que vous avez beaucoup de temps dans les transports en public, je pense que c'est une bonne chose. Oui, pour rebondir ce que tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime toujours bien souligner. Souvent, le scepticisme ou la zététique, ça fait des choses qui existaient auparavant. Hein. Je dis toujours, la zététique, c'est ce si vous lisez un livre d'introduction à la zététique ou au scepticisme, ce que vous avez, c'est des notions d'épistémologie, de logique, des choses qu'on trouve en philosophie, des notions de méthodologie scientifique, etc., qu'on met sous l'étiquette zététique. Et souvent, quand les gens me disent « Mais pourquoi tu dis qu'on peut pas aborder la politique sous l'angle zététique ?» Je dis « Bon, hein, premièrement, évidemment qu'on peut, hein, mais j'expliquais pourquoi c'est plus difficile qu'il n'y paraît au premier abord. » Mais la deuxième chose que j'ai envie de dire, que je dis toujours à ce sujet-là, c'est si aborder la politique avec de l'esprit critique, ça se fait depuis Platon, hein, ça s'appelle de la philosophie politique. Et donc, je suis sûr que dans toutes les bonnes bibliothèques ou librairies, vous trouverez des livres d'introduction à la philosophie politique. Parfois, ça vaut la peine de retourner aux bases. Hein. Et voilà, je veux dire, la zététique appliquée à la politique, c'est relisez les grands auteurs hein, de la philosophie politique et vous apprendrez plein de choses, quoi. Et c'est d'ailleurs sur mon programme, je crois qu'il y a justement un Great Courses qui parle de la philosophie, d'introduction à la philosophie, parce que moi, j'ai jamais étudié de philosophie, parce qu'en mécanique, c'est pas vraiment ce qui est super utile, on va dire. Enfin, quoique, peut-être d'arriver à argumenter, de me dire que c'est beaucoup plus utile que de savoir travailler le métal, j'en sais rien. Mais il y a aussi comme tu dis justement, des cours d'introduction à la philosophie qui peuvent aider tous ceux qui, comme moi, ont pas du tout de base en fait là-dessus, parce que c'est des noms, je les connais, mais je sais absolument pas ni ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils ont dit. Voilà, je pense qu'on a fait assez long, on peut s'arrêter. Encore une fois,
passez sur Intro Story si vous avez des questions, passez sur Scepticisme Scientifique ou chez Jean-Michel Abrassard si vous avez des questions à lui poser. Julie est moins régulière sur Internet, mais si vous avez des questions pour elle, vous me les posez à moi et je les poserai à elle. Et comme ça, elle pourra en parler. En tout cas, c'était très agréable de parler de tous ces sujets avec vous. Et puis voilà, le mot de la fin, Jean-Michel, je te le laisse. Le mot de la fin, bah oui. Si tu as un dernier mot à dire, je sais pas, une phrase qui va révolutionner le monde comme ça. Nos pressions. Ah là là. Oui, il y a un des sceptiques que j'aime bien aux États-Unis qui est Captain. J'ai oublié de nouveau son nom. Captain Désillusion, voilà. Captain Désillusion, et il dit « Aimez avec votre cœur, mais pour tout le reste, utilisez votre cerveau. » C'est pas mal. C'est pas mal, je crois qu'on va la garder. Alors du coup, à une prochaine, j'espère, Jean-Michel, et Julie, de toute façon, on va t'entendre régulièrement, j'espère, sur Intro Story. Merci d'avoir pris ce temps avec nous, et puis à la prochaine. À la prochaine, tout le monde, au revoir. Salut. Intro Story. Un nouveau marathon d'Intro Story. 3 heures d'enregistrement. J'avais le cerveau qui bouillonnait à l'intérieur de la tête. Qui bouillait à l'intérieur de la tête.